Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Soir 3 Week-end. Au sommaire de l'actualité, la revendication du groupe État islamique dans l'attaque au couteau à la gare Saint-Charles de Marseille. Une attaque qui a fait 2 jeunes victimes, 2 femmes qui ont succombé à leurs blessures. L'assaillant, connu pour des faits de délinquance, a été abattu. Au lendemain de l'incident qui s'est déroulé au stade de la Licorne d'Amiens, de nombreuses questions se posent. Pour quelles raisons la barrière de sécurité a-t-elle cédé? Vétusté des équipements, responsabilité des supporters, la polémique enfle, vous le verrez. En Catalogne, on redoutait la violence. Elle s'est exprimée en ce jour de référendum sur l'autodétermination. Pour empêcher le scrutin, Madrid a fait donner l'assaut, coups de matraque, tirs de balles en caoutchouc. Des images désastreuses pour le pouvoir en place. À Paris, haro sur les véhicules motorisés, bannis de toute circulation le temps d'une journée sans voiture. 3e édition qui s'est étendue cette fois à toute la capitale. L'invité politique de ce dimanche est la sénatrice socialiste Marie-Noëlle Lienemann. Au lendemain du Conseil national du parti, nous parlerons refondation, ligne politique. C'est un chantier colossal qui débute. Effroi et panique à Marseille. 2 jeunes femmes ont succombé à une attaque au couteau. Les faits se sont déroulés sur le parvis de la gare Saint-Charles, en pleine affluence, peu avant 14 h. L'assaillant a été aussitôt neutralisé, abattu par les soldats de l'opération Sentinelle qui patrouillaient. Et ce soir, Daesh revendique ce que l'on peut désormais qualifier d'attentat. Sophie Guillemin et nos équipes sur le terrain. Sous la bâche blanche, le corps de l'assaillant. L'homme d'une trentaine d'années a été abattu par les militaires de la force Sentinelle après avoir poignardé à mort 2 jeunes femmes qui se trouvaient sur le parvis de la gare Saint-Charles. La scène s'est déroulée en tout début d'après-midi sous les yeux de plusieurs témoins. Il était dans un coin, il était bizarre, on le regardait avec nos voisins. Il avait un couteau dans la manche et voilà, il a assassiné une fille. Enfin, je sais pas si la fille s'en est sortie, mais visiblement... il a bombardé de coups de couteau. Il y a une autre fille, quand je suis partie en courant, j'ai vu une autre fille par terre pleine de sang aussi qui appelait au secours. Il a crié à la Wakbar. Ça a été soudain, vous étiez juste à côté? J'étais à 10 mètres. Il était de dos, il l'a attrapé par le cou par derrière, elle n'a rien vu la fille. Très vite, de nombreux policiers sont sur place. La gare est pleine à craquer. Ordre est donné à tous les voyageurs d'évacuer les lieux. On nous a demandé de dégager, de sortir de la gare, scène de panique, on ne sait pas où aller. Et puis j'avais peur de trouver l'assaillant proche et j'ai entendu des coups de fusil, pa. Des milliers de passagers se retrouvent alors dehors. Le trafic ferroviaire est totalement interrompu pendant plusieurs heures. Les enquêteurs, eux, commencent à récolter les indices sur la scène de crime. Le ministre de l'Intérieur, rendu sur place, commente la vidéo de l'attaque qu'il vient de visionner. Ce qui est étrange, si vous voulez, dans la vidéo, c'est que la personne commence par commettre le crime sur une première personne, puis il s'enfuit et ensuite il revient sur ses pas pour tuer la seconde personne. Donc voilà, c'est un élément d'interrogation en ce moment. L'enquête, ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, devra déterminer qui était le tueur et s'il a agi seul. Ce soir, le groupe État islamique revendique l'attaque. Et l'auteur de l'attaque n'était pas fiché S, mais il était connu pour des faits de droit commun par la police. Le profil de l'agresseur avec Sophie Neumeyer, envoyée spéciale à Marseille. Le profil de l'assaillant commence à se dessiner, même si les enquêteurs restent très prudents. Cet homme d'une trentaine d'années n'avait pas de papier sur lui. Ce sont ses empreintes digitales qui révèlent qu'il était connu des services de police pour des faits de droit commun, pour des vols notamment. Ce qui n'a pas rendu la tâche facile aux policiers, c'est qu'il est connu sous 7 noms différents. À aucun moment, il n'apparaît dans le viseur des services de renseignement. Il n'était pas fiché S. Ce qui est sûr, c'est qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Il a fait plusieurs fois l'objet d'infractions à la législation sur les étrangers. Les investigations se poursuivent pour déterminer avec certitude son identité. Son téléphone qu'il portait sur lui au moment des faits est en cours d'analyse pour déterminer notamment s'il a bénéficié ou non de complicité.
Et pour suivre en temps réel les développements de cette enquête, n'hésitez pas à vous rendre sur l'application France Info. Et le Canada a également été frappé par une attaque ce dimanche à Edmonton, dans l'ouest du pays. Un homme a été arrêté après l'agression à l'arme blanche d'un policier, suivi d'une attaque à la camionnette, au cours de laquelle 4 autres personnes ont été renversées et blessées. Un drapeau du groupe armé État islamique a été retrouvé dans l'habitacle du véhicule. Amiens, au lendemain de l'effondrement d'une barrière de sécurité qui a fait 29 blessés au stade de la Licorne, vient le temps des questions. Des voix s'élèvent pour dénoncer la vétusté des équipements ou encore l'attitude des supporters lillois. Alors que la polémique enfle, une enquête pour blessure involontaire est ouverte. Nora Boubetra. Antoine était dans la tribune, sa cage thoracique a été écrasée et souffre d'un traumatisme crânien. Il vient juste de rentrer chez lui après une nuit blanche. Moi j'étais en première loge, donc en gros j'ai été écrasé par tout le monde. Moi j'étais tout en dessous, j'étais écrasé, j'étais en train de suffoquer. Il devait en avoir une centaine au-dessus de moi. Comment et pourquoi la barrière a-t-elle pu céder? Est-ce le mouvement des supporters ou la vétusté du stade qui est en cause? Dès hier, des enquêteurs ont été dépêchés sur place. Une enquête pour blessure involontaire a été ouverte. La Ligue de football professionnelle s'est portée partie civile. Pour sa présidente qui s'est rendue au chevet des victimes ce matin, il faut tirer des leçons de cet accident. Une réflexion doit être menée pour savoir ce qu'il convient de faire pour assurer au maximum la sécurité et l'intégrité physique de l'ensemble des supporters. Ça peut être plus de contrôle, ça peut être aussi peut-être des aménagements différents, mais pour l'instant il est trop tôt pour y répondre. Eux aussi sont impatients de connaître les suites de l'enquête. En attendant, ces supporters d'Amiens ont tenu ce soir devant leur mairie à rendre hommage aux fans nordistes blessés. L'autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, c'est bien sûr la Catalogne, jour de scrutin, jour de violence. On l'a redouté, elle s'est exprimée, des policiers entrant de force dans les bureaux de vote, des coups de matraque assénés aux partisans de l'indépendance. Trop tôt pour connaître l'ampleur et l'impact du vote, mais une certitude, ces images sont un aveu d'échec pour Madrid. Alice Fimbelbauer. Ils fêtent leur victoire sur l'aire de l'Estaca. Un chant de résistance catalan sous Franco, symbole de lutte et de liberté reprise aujourd'hui face au pouvoir de Madrid. Solennellement, le président régional catalan a très vite assuré la victoire du oui au référendum sur l'indépendance de leur région. En cette journée d'espérance, les Catalans ont gagné le droit d'avoir un État indépendant sous forme de république. De son côté, le Premier ministre espagnol ne reconnaît toujours pas le référendum. Aujourd'hui, il n'y a eu en aucun cas un vote, mais une simple mise en scène. Un épisode de plus d'une stratégie contre la coexistence de la démocratie et de la légalité. Toute la journée, le gouvernement madrilène a tout fait pour empêcher ce scrutin qu'il juge illégal. Dans ce bureau de vote, les indépendantistes catalans bloquent le passage aux forces de l'ordre venues saisir les urnes. La scène est d'une rare violence. Dans la rue, coups de matraque, tirs de balles en caoutchouc face à une foule qui avait reçu pour consigne de rester pacifique. En tout, 844 personnes ont sollicité une assistance médicale. La police nous a tiré dessus. J'ai été touché par une balle en caoutchouc. Malgré les arrestations, des milliers de personnes ont tout de même pu glisser leur bulletin dans l'urne, et notamment le footballeur barcelonais Gérard Piqué, très ému. Quelques heures plus tôt, c'est toute son équipe qui avait décidé de jouer devant un stade vide, sans aucun supporter. Une image symbolique pour marquer leur désaccord au sein d'une Espagne déchirée. En direct de Barcelone, de la place de Catalogne, où un rassemblement a lieu ce soir, nous retrouvons notre envoyée spéciale Marianne Guetti. Bonsoir Marianne. Alors un point tout d'abord du scrutin, le dépouillement est-il achevé? Est-ce qu'on a un début de résultat? Oui, les premiers résultats commencent à tomber, ville par ville au compte-gouttes. Pour l'instant, ils sont sans appel. C'est bien sûr une énorme victoire du oui à l'indépendance qui se profile. On ne connaîtra les chiffres officiels que demain, mais le président du gouvernement catalan a annoncé qu'il allait ouvrir la voie à une déclaration d'indépendance unilatérale au Parlement catalan ce soir. Alors revenons sur cette journée de violence. Le gouvernement central a fait le choix de la confrontation. Elle a été musclée. Alors quelle incidence elle
la fois pour Madrid, mais également pour les séparatistes. Oui, ces images de violence ont fait le tour des réseaux sociaux. Ici, on les voyait sur tous les téléphones. Alors même si elles ne sont pas forcément très représentatives de cette journée, eh bien, elles sont venues appuyer les propos des partisans du référendum. En effet, ils avaient fait le choix d'un comportement pacifique exemplaire et donc face à eux, eh bien, les actions des forces de l'ordre de Madrid semblent complètement brutales et disproportionnées. En revanche, là où le gouvernement espagnol a réussi son pari, c'est qu'il a réussi à faire transparaître l'image d'un référendum fortement perturbé et donc à décrédibiliser son résultat. Marianne Guetti en direct de Barcelone. On passe à l'actualité politique avec Daniel Sportiello. Bonsoir Daniel. On vient sur le sujet polémique de la semaine, à savoir la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Oui, alors il faut peut-être préciser, Sandrine, que l'ISF n'est pas supprimé, mais réformé. Ça devient l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Seuls les biens immobiliers sont taxés. En gros, on peut dire la pierre. Du coup, des biens comme les yachts privés, les jets privés, les lingots d'or ou les voitures de luxe, ne sont pas taxés. D'où ce sentiment d'injustice. On peut prendre un exemple. Les propriétaires de bateaux de plaisance ne paieront pas l'impôt. En revanche, le pêcheur de l'île de Ré, qui a vu la valeur de son bien immobilier flamber ces dernières années, lui, eh bien, il paiera l'impôt. Des critiques ont été entendues jusqu'à Bercy. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, refuse de modifier l'assiette du nouvel impôt, mais il se dit ouvert à des hausses de taxes sur les bateaux de plaisance, par exemple. Quant au ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, il est favorable à des corrections sur ce qu'il appelle les signes ostentatoires de richesse, sans dire exactement où ça commence et où ça finit. Du coup, à tous les députés de la majorité qui s'apprêtent à amender le texte, les deux ministres ont dit « Attention aux idées farfelues, ça promet ». Et même le président de l'Assemblée nationale s'est emparé du sujet. Oui, François de Rugy s'est dit aujourd'hui favorable à une taxation des œuvres d'art et des yachts. C'était ce matin dans Dimanche en politique. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Tous les ans, sur l'ISF, depuis qu'il existe, il y a un débat à l'Assemblée sur les œuvres d'art. Vous, par exemple, j'entends. Moi, j'ai toujours été pour, d'ailleurs, l'intégration des œuvres d'art. Et sur les lingots d'or et les yachts de luxe. Et tous les milieux culturels ont toujours été contre. Non, mais sur les yachts de luxe, ça paraît logique. Voilà. Après, vous allez avoir sur les yachts de luxe, comme pour les œuvres d'art, des chantiers navals français qui réparent et construisent ces yachts de luxe. Ils vont dire non, ne faites pas ça. Vous allez faire fuir les yachts à l'étranger. Alors pour résumer, on peut dire que le gouvernement devrait accepter des amendements à la marge pour éviter que la petite musique, Emmanuel Macron, le président des riches, ne continue à se diffuser dans l'opinion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le débat sur ce nouvel impôt va envenimer le débat budgétaire qui arrive à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Alors cette petite musique dont vous parlez, Daniel, eh bien on en parle tout de suite avec l'invitée politique du Soir 3 Week-end, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris. Bonsoir Madame Lienemann. Bonsoir. Tout d'abord, un mot de cette réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce que vous vous joignez à ce concert de critiques, pour ne pas dire de casserolades ? Oui, nous, ce que nous souhaitons, c'est que l'ISF ne soit pas modifié. Nous ne voyons pas l'urgence de cela. C'est quand même 3,5 milliards que l'État va perdre. On nous prétend que ça va permettre l'investissement de l'épargne des riches vers les entreprises. D'abord, on n'est pas sûr qu'elles soient françaises. Deuxièmement, l'expérience a montré que ça n'était jamais le cas. En revanche, pour payer ces 3,5 milliards, on va par exemple baisser l'APL et ponctionner le mouvement HLM, qui ne pourra plus construire, qui ne pourra plus rénover et qui, là, va pénaliser direct les entreprises du bâtiment, des travaux publics et bien des entreprises locales. Alors, une petite question sur le Parti socialiste. Le Conseil national a entériné hier le départ de Jean-Christophe Cambadélis et maintient la direction collégiale jusqu'au Congrès. En revanche, c'est un très proche de Jean-Christophe Cambadélis qui continue finalement à tenir les rênes. On ne peut pas dire que c'est toujours l'ancien premier secrétaire qui continuera à diriger le parti, non ? Je crois qu'il faut surtout acter que d'abord on était tous d'accord. Ce qui est quand même dans notre parti est un pas en avant. Nous étions tous d'accord sur quoi ? Sur une feuille de route qui est qu'on va engager des forums débats avec des assises à la fin du mois de décembre, avec
toutes celles et ceux qui veulent discuter avec le Parti socialiste. Il s'agit de qui? Des militants, des sympathisants? Militants, sympathisants, hommes et femmes de gauche. On peut inviter aussi d'autres forces de gauche pour discuter de la refondation socialiste. Donc ça, c'est très important parce qu'on va enfin débattre du fond, ce qui est quand même la question centrale. La deuxième chose importante, c'est qu'on a acté pour la deuxième fois que nous sommes franchement dans l'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron. Pas d'ambiguïté sur ce terrain. Et le débat dont on a parlé tout à l'heure, notamment le budget, est très révélateur d'une politique que nous considérons franchement à droite. La troisième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est de continuer avec une collégialité. D'abord celle du Bureau national du PS qui était issu du Congrès, qui est l'organe politique compétent. La direction provisoire qui prépare l'avenir. Et il faut bien un responsable qui a la signature, qui est le responsable administratif, qui est Rachid Temal, proche de Jean-Christophe Cambadélis, qui était le secrétaire national à la coordination. Et nos statuts disent qu'en cas de défaillance du premier secrétaire, c'est le secrétaire national à la coordination. Mais qui tire les ficelles, c'est toujours Jean-Christophe Cambadélis. Écoutez, moi je pense qu'à l'étape où nous sommes, il ne faut pas commencer à chercher des petites bisbilles sur des choses secondaires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous traçons une voie dans l'opposition, de recomposition d'une identité socialiste dans ce parti, en ayant le souci de rassembler. S'il y a des dérives, croyez-moi, on va vite réagir. Avant de faire la refondation, il s'agit peut-être aussi de faire l'inventaire de vos défaites. Oui, alors je pense qu'on ne peut pas séparer l'inventaire et la refondation. Mais il y a aussi l'actualité, parce qu'on ne va pas être en auto-centré. Par exemple, le Parti socialiste appelle ses adhérents et lui-même à soutenir et à participer aux manifestations du 10 octobre, notamment sur la fonction publique, et on voit bien au-delà. Mais on a vu Benoît Hamon dans les manifestations aux côtés de la CGT. Moi aussi, d'ailleurs, j'y étais. Oui, aux côtés de la France Insoumise également, vous, madame? Moi, je n'étais pas à la manifestation. Mais vous êtes de l'aile gauche du PS. Est-ce que votre place n'est-elle pas aux côtés de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon? Moi, personnellement, j'ai toujours considéré que la ligne stratégique, et on va en débattre, puisque ça a été quand même un des sujets, était le rassemblement des forces de gauche, et que moi, je n'ai pas d'adversaire à gauche, et que je pense qu'il faut qu'on travaille avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Pour autant, il faut qu'on assume ce que nous sommes. Faut-il encore clarifier ce que nous sommes? Mais vous êtes quoi aujourd'hui, le Parti socialiste? Parce que c'est la grande inconnue, on ne sait pas bien. L'héritier d'un parti socialiste, c'est pas la même culture que le monde communiste, que une gauche, par exemple. Jean-Luc, par exemple, explique que pour lui, il y a plus de l'enjeu est plus peuple-élite que gauche-droite. Je caricature un peu, mais nous pensons qu'il y a un clivage gauche-droite dans ce pays. Nous ne croyons pas à la thèse de Macron, ni de gauche ni de droite, ou est de gauche et de droite. De la même manière, nous ne croyons pas que ce clivage a perdu de sa pertinence. En revanche, il faut lui donner son actualité. Nous, on est socialistes, on sait quoi le socialisme aujourd'hui? Quand on voit la social-démocratie en Europe en pleine déconfiture, il faut peut-être revenir aux fondamentaux du socialisme français. Je prends un exemple, juste pour terminer. Vous avez eu le débat sur Alstom. Ça fait des années que nous plaidons pour que le capital public d'Alstom soit un capital fort avec une stratégie industrielle globale sur ce qu'était dans le temps la branche énergie et de ce qui est aujourd'hui la branche transport. Nous n'avons pas été entendus. Bilan des courses, on voit bien la fragilité d'une stratégie qui brade des pans entiers de notre industrie. Ça, c'est une tradition socialiste. Le temps nous manque. Un dernier mot peut-être, Daniel, sur les sénatoriales, justement. Vous avez été réélue dimanche sénatrice. Finalement, le groupe PS s'en sort bien. Hein. Il tire son épingle du jeu. Il devient le deuxième groupe en nombre du Sénat. Absolument. Comment vous allez vous comporter par rapport à la réforme des institutions que veut Emmanuel Macron? Ça sera non ou oui mais? La vraie question, c'est quelle va être sa proposition? Donc, tant qu'on n'a pas le contenu exact, pour ma part, je vois déjà des risques majeurs. D'abord, je ne fais pas partie de celles et de ceux qui considèrent que le fin du fin de la démocratie, c'est de supprimer des élus. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, c'est les technocrates qui vont décider à notre place. En revanche, la vraie question, c'est quel pouvoir donner aux élus et quelle est leur responsabilité? Comment ils rendent compte au peuple? Comment le peuple peut mieux s'exprimer, par exemple, par référendum? Tout cela, c'est un débat ouvert. Moi, je ne dis pas non comme a priori. J'entends quand même cette petite musique qui m'inquiète quant à l'affaiblissement de la démocratie parlementaire. Petite musique, donc, le mot de la fin également du début. Marie-Noëlle Niedemann, merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. Merci. Merci.
Une figure du syndicalisme s'est éteinte. Edmond Maire, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé à 86 ans aujourd'hui. Il fut aux commandes de la centrale de 1971 à 86. Homme de négociation, il a œuvré à la modernisation des relations sociales dans le monde de l'entreprise. À Paris, les piétons, vélos et autres trottinettes avaient le champ libre ce dimanche. Les véhicules motorisés étant bannis de la circulation. 3e édition de la journée sans voiture, une façon de vivre la cité autrement. Une initiative qui réjouit ou qui agace. Le reportage de Dominique Dumas et Alexandre Dupont. Image inhabituelle des rues de Paris désertées par les voitures. Ce matin, seuls taxis, VTC et véhicules utilitaires pouvaient franchir les barrages filtrants. Les réactions vont du fatalisme à l'agacement. Je voudrais me mettre à l'entrée, là, au moins qu'on puisse y aller à pied. Qu'on interdise certaines voies, je peux le comprendre. Qu'on interdise tout Paris pour des gens comme moi qui ont mon âge, c'est complètement nous maintenir chez nous sans pouvoir sortir. J'ai dû faire le demi-tour du périph' là pour essayer de rentrer au plus vite chez moi. C'est pas évident, voilà. C'est bon tout le monde? Des cyclistes de Boulogne-sur-Mer sont venus, eux, spécialement pour en profiter. C'est magique. Faire Paris sans voiture, c'est magique. Moi, quand je viens pour le travail, c'est épouvantable. Là, franchement, Paris sans voiture, c'est que du bonheur. Dans ce village éphémère, le long du canal de l'Ourcq, c'est la satisfaction pour le collectif à l'origine, depuis 3 ans, de cette journée sans voiture. L'idée, c'est que le lendemain et les jours d'après, on se pose la question de est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture pour circuler. Moi, je fais l'aller-retour souvent en province, quand je reviens à Paris, je me rends compte que l'air est chargé quand même. La place d'Italie sans embouteillage, une aubaine pour les piétons et les cyclistes qui apprécient cette atmosphère sereine. Un mot de l'actualité sportive du football pour conclure cette 8e journée de Ligue 1. Avec ce soir la rencontre Nice-Marseille, match qui a débuté par une minute d'applaudissements en hommage aux 2 victimes de l'attentat de la gare Saint-Charles. Et puis tout a commencé après très fort avec dès la 5e minute un but du Niçois, Bolatelli. À la 18e minute, Nice conforte son avance avec un second but. Les Marseillais reprennent alors les rênes du match et ils ne vont plus les lâcher, suivront 4 buts, malgré l'expulsion de l'un des leurs, Gustavo, à la 76e minute, du Grand Marseille, qui se hisse à la 3e place au classement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec la rédaction nationale le 12-13 avec Émilie Tranen-Guyenne. Belle nuit à vous. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.